Devenir propriétaire est peut-être la plus grande idée reçue de notre génération. On dit qu'en étant locataire, on jette son argent par les fenêtres tous les mois. Et si c'était le contraire? T'imagines? En réalité, une minorité auront intérêt à acheter leur maison, c'est vrai, mais la plupart seront perdants. Mais du coup, dans quel cas faut-il chercher à devenir propriétaire? Qui est vraiment le gagnant quand tu achètes ta maison? Peut-on encore espérer faire un bénéfice plus tard? Et surtout, pourquoi est-ce qu'en réalité, le locataire peut s'enrichir plus rapidement que le propriétaire? T'en as peut-être déjà entendu parler, mais le prix des maisons et des appartements actuellement monte à grande vitesse. Imagine, tu vends ta maison et avec les montées de l'immobilier, tu fais un bénéfice. Ce qu'on appelle la plus-value. Tu as peut-être déjà entendu parler. Génial, c'est un bon point. Mais en réalité, tu as gagné combien? Regarde, tu l'as acheté 200 000 € et disons que tu la revendes 260 000 €. Donc sur le papier, tu as fait une plus-value de 60 000 €, on est d'accord. Je veux dire, est-ce que toi, tu sais combien tu as gagné et combien la banque, elle, a gagné sur cet achat par rapport aux intérêts d'emprunt? Est-ce que tu t'es posé la question? Et dans le cas où on fait un emprunt à 2%, entre parenthèses, aujourd'hui on est plutôt à 4-5%, mais là pour les besoins de l'exemple, on va imaginer plutôt 2%. Ça veut dire que sur 25 ans, tu auras payé 56 000 € d'intérêt. Ok? Et c'est pas rien. Non, c'est pour ça que je te pose la question, parce que j'ai l'impression que c'est la banque qui a empoché la plus-value. Non? Pas d'accord? Du coup, si on prend ça en compte, la vraie plus-value est de 4 000 €. C'est moins sexy, mais c'est déjà ça. Enfin, quand je dis que c'est déjà ça, on a dû payer 500 € de taxes foncières tous les ans depuis l'achat, ce qui fait 12 500 € sur 25 ans quand même. Et puis les travaux de peinture, d'électricité, etc. On va voir léger, mais on va imaginer que ça représente 10 000 €. Allez, en réalité, ta plus-value, la vraie, c'est moins 19 000 €. C'est pas le tout de voir le prix du bien vendu, faut aussi voir ce qui t'a vraiment coûté au global. Sinon, on pense qu'on a gagné quelque chose, alors qu'en réalité, on a simplement financé le développement de la banque. Et encore, on part du principe que l'immobilier a pris beaucoup de valeur cette année. Mais le marché de l'immobilier pour ces prochaines années risque de ne pas être le même. Connaissez-vous la courbe de Frigit? Frigit est un chercheur français qui a établi deux courbes par rapport à l'immobilier depuis 1960. La courbe en bleu représente l'évolution du prix des loyers rapporté au revenu moyen des Français. Et en noir, le prix moyen de l'immobilier à l'achat est toujours par rapport au revenu moyen des Français. Et qu'est-ce qu'on peut voir depuis les années 2000? Le prix des loyers est resté stable, voire en légère baisse, alors que le prix des biens, lui, a largement augmenté. Mais est-ce que tu sais pourquoi ça a autant augmenté? C'est une question d'offre et de demande. Depuis les années 2000, on a connu la crise de la bulle Internet et celle des subprimes. Pour adoucir les conséquences de ces crises, l'État, qu'est-ce qu'il a fait en réalité? Il a fait en sorte de baisser les taux d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'en baissant les taux d'intérêt, ils ont fait diminuer le coût du crédit. En coûtant moins cher, plus de personnes ont pu avoir accès au crédit pour pouvoir ensuite acheter leur maison ou leur appartement. Sauf que le nombre de biens sur le marché, même si on en construit de nouveaux, reste relativement fini et n'augmente pas aussi vite que la demande. Donc le prix des logements n'a pas cessé d'augmenter. Tout ça a permis de créer de belles plus-values pour les anciens acheteurs. Ça c'est vrai. Mais du coup, pour le futur, ça va donner quoi? Aujourd'hui, les taux ont recommencé à augmenter. Donc le coût du crédit augmente de plus en plus et la demande va donc diminuer. Et donc le prix des biens lui aussi va donc probablement être revu à la baisse. Pourquoi est-ce que je dis probablement? Parce que d'autres critères sont aussi à prendre en compte. Tout ce qui est normes écologiques de mise en location, centre urbain, développement urbain, etc. Mais ça donne une idée des perspectives pour les plus-values futures, qui vont, tu t'en doutes, être bien plus faibles que celles des dernières années. Pour que ce soit plus clair, on va faire un comparatif simple. Propriétaire versus locataire. Qui s'en tire le mieux financièrement? Les règles ont changé. Le rêve du petit pavillon avec jardin et labrador, c'était celui de nos parents. Mais c'est pas forcément le tien. Maintenant, notre génération rêve plutôt de centre urbain, de liberté et d'opportunité, ce que le pavillon, lui, ne nous apporte plus. Être locataire, ça peut peut-être même valoir le coup. Tu vas voir. Avant tout, il faut quand même se poser quelques questions cruciales pour savoir si on a vraiment besoin de propriété. Pourquoi est-ce que tu vas acheter ta résidence principale? Est-ce que tu penses changer de ville dans les prochaines années? Est-ce que ta surface actuelle te suffira? Et surtout, combien coûte le logement dont tu auras besoin? Point économique, on estime aujourd'hui que dans les grandes villes, pour la même surface, un bien coûte en moyenne 30% plus cher à l'achat qu'à la location. Et je ne parle pas seulement de Paris ici. Le constat reste le même à Lyon, Marseille, Bordeaux et même tous les centres urbains. Ça veut dire que si tu souhaites avoir un 40 mètres carrés à Paris, ça te coûtera environ 1 400 € par mois à la location, alors qu'il vaudra plus de 1 800 € par mois à l'achat. Ça fait une sacrée différence, en plus de toutes les autres charges. Parce que des charges, tu vas en avoir, c'est ce qu'on a vu juste avant. Intérêts, taxes foncières, travaux et tous les aléas qui surviennent au fil du temps. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles le locataire peut s'enrichir davantage que le propriétaire. On va voir comment. Mais juste avant, on doit faire un point famille.
Pourquoi c'est important ? Parce que lorsque tu te projettes dans un achat, tu dois anticiper la naissance d'enfants. Le problème, c'est que peu de personnes y pensent, et donc doivent revendre leur maison ou leur appartement au bout de seulement 2 ans. Pour faire simple, d'après une étude de l'INSEE, en ville, à 2, tu peux vivre dans 40 mètres carrés, mais à 3, il faudra 70 mètres carrés pour vivre convenablement. Et pour le coup, à 4 ou plus, tu dois même quitter le centre-ville et donc rallonger tes temps de trajet. Et oui, on anticipe rarement la place que prend un enfant. C'est ce phénomène qui prend très souvent de court les jeunes parents et qui les pousse à vendre rapidement pour acheter plus grand. Donc réfléchis bien à tes projets avant de t'établir sur le long terme. Une fois qu'on a réfléchi à ça, qu'est-ce qui fait que le locataire peut vraiment s'enrichir plus rapidement que le propriétaire ? On va imaginer que tu achètes un appartement d'environ 40 mètres carrés dans Lyon. Bien agencé, exposé sud, le top. T'as fait une belle affaire, tu l'as acheté pour 200 000 € avec un taux d'emprunt de 3,5%. Ce qui est plus faible que le marché actuellement. Ça représente une mensualité exacte de 1 061 € par mois. Sauf que si tu te procurais ce bien à la location, ça te coûterait 688 € par mois, soit une différence de 35% en faveur de la location. Mais ce n'est pas tout. Tu devras payer la taxe foncière de 700 € par an et faire des travaux au fil du temps pour environ 400 € par an. Et tu devras aussi gérer tous les aléas, dégâts des eaux, cambriolage, etc. Mais on ne va pas le prendre en compte ici. Donc taxe foncière et travaux confondus, ça fait 1100 € par an, soit 92 € par mois. En clair, ça va te coûter 1153 € par mois à l'achat, face à 688 € par mois à la location. À ce moment-là, vous vous dites sûrement, d'accord, on paye 2 fois plus cher en tant que propriétaire, mais au moins on crée un capital de 0 parce que la maison nous appartient à la fin. Et vous avez raison. Sauf que, ce que tout le monde oublie, c'est qu'en tant que locataire, vous pouvez investir la différence pendant ces 25 ans. Dans ce cas, il va falloir que tu investisses les 10% d'apport que tu n'as pas fait, soit 20 000 € et la différence de mensualité entre l'achat et la location, soit 465 € par mois. Et c'est là que tu vas vraiment créer un capital plus grand que celui qui aura choisi d'être propriétaire. D'un côté, tu peux faire de l'investissement locatif. Tu utiliseras les 465 € par mois comme épargne volontaire pour financer le projet. L'épargne volontaire, c'est la différence entre les loyers perçus, moins la mensualité de crédit, la fiscalité sur les loyers et les autres charges associées. Ici, on peut faire un investissement de 200 000 € totalement à crédit sur de l'immobilier professionnel. Ça signifie qu'on va louer le bien à des entreprises. Le projet rémunérera en moyenne 5% net de charge et sera financé à un taux d'emprunt de 5,15% sur 25 ans. On notera ici qu'on a tout de même pris un taux d'emprunt plus proche de la réalité aujourd'hui que ce qu'on a vu par rapport aux propriétaires plus tôt, ce qui va donc désavantager le locataire. On pourra aussi ajouter une assurance d'essai de 0,3% et on appliquera une tranche de fiscalité à 30% pour cet exemple. Mais du coup, ça nous donne quoi en définitive ? Le projet net de toute charge demandera une épargne volontaire de 461 € par mois pendant toute la durée du crédit. Et à la fin, avec une petite réévaluation de seulement 1% par an, tu auras 230 000 €. Mais là, tu dis qu'avec l'achat à Lyon, plein sud, etc., tu aurais eu la même chose. Mais en réalité, non. Parce qu'avec l'exemple vu au début, tu aurais fait une plus-value de moins 19 000 €. Alors qu'ici, tu as mis 461 € par mois pendant 25 ans, soit 138 300 € pour avoir à la fin 230 000 €. En clair, tu fais ici une plus-value nette de tout de 91 700 €. De quoi t'acheter de belles choses. Mais c'est pas tout. Il reste toujours les 20 000 € initiales à investir. Au lieu de les mettre en apport, tu peux les investir sur des supports diversifiés qui rémunèrent, disons, 5% net par an. Tu auras au bout des 25 ans 67 700 €, soit une plus-value nette de 47 700 €. Au total, le propriétaire de son côté aura, au bout des 25 ans, créé 181 000 €. Et le locataire, lui, aura créé 297 000 €, soit presque 300 000 €. Vous voyez, être propriétaire ne doit pas être une priorité absolue. Cela dépend de ton profil, de tes objectifs, et ce, même pour des résidences secondaires. Sache que si tu as des projets d'investissement, c'est mon métier. Et en plus, l'audit de ta situation et de tes objectifs est offert. Lien en description.